La première gorgée de vin blanc de Savoie glissa dans ma gorge, fraîche et vive comme l'air des montagnes qui m'entouraient. Installé sur la terrasse de ma suite à Megève, je regardais le soleil couchant peindre des touches roses et dorées sur les sommets éternels des Alpes. Un calme profond, presque inconnu, m'habitait. C'était la première fois depuis des décennies que je me sentais seul, mais pas solitaire. Sur la petite table en fer forgé à côté de moi, mon téléphone reposait, face cachée. Je savais, sans même avoir besoin de le retourner, que l'écran était illuminé par des dizaines de notifications. 37 appels manqués de Julien. D'innombrables messages. Je l'ignorais. Pour la première fois de ma vie. J'ignorais l'urgence de mon fils. Je pris une autre gorgée de vin, laissant sa fraîcheur apaiser une blessure que je commençais seulement à comprendre. Mon regard se perdit sur la ligne majestueuse des montagnes, et je laissai mon esprit dériver. Une semaine en arrière, dans le silence bien différent de mon appartement à Lyon. Une semaine plus tôt, la sérénité était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Chaque jour, depuis 3 semaines, je suivais le même rituel angoissant. Vers 11 heures, j'entendais le bruit familier du scooter de la poste dans ma rue du 6e arrondissement, suivi du cliquetis métallique des boîtes aux lettres qui s'ouvrent et se ferment. Et chaque jour, mon cœur se mettait à battre un peu plus vite. J'attendais. J'attendais une enveloppe couleur crème, peut-être avec un fin liseré doré. Le genre de choix élégant et classique que la famille Dubois ferait sans aucun doute pour célébrer les fiançailles de leur fille unique avec mon fils. Mon Julien. La première semaine, je me disais qu'il finalisait simplement la liste des invités. Les Dubois ne laissaient rien au hasard. Leur réputation dans la haute société lyonnaise reposait sur une perfection méticuleuse. La deuxième semaine, j'imaginais un retard chez l'imprimeur. Un problème avec le papier? L'encre dorée? Un détail qui aurait déplu à Martine? La mère de Camille. J'étais organisatrice d'événements. Je connaissais les imprévus qui pouvaient retarder le plus simple des projets. Je m'inventais des excuses professionnelles pour justifier une angoisse qui devenait de plus en plus personnelle. Mais à la fin de la 3e semaine, je n'avais plus d'excuses. Le silence dans ma boîte aux lettres était assourdissant. Elle ne contenait que des factures, des publicités pour des galeries d'art et la carte de remerciement d'un client dont j'avais orchestré le mariage au domaine de Bagnoles. Rien. Pas d'enveloppe couleur crème. Pas de seau doré. La fête de fiançailles de mon fils unique avait lieu dans 2 jours, et je n'avais toujours pas reçu d'invitation. Le déni est une chose étrange. Il construit des murs fragiles pour nous protéger d'une vérité que notre cœur ne veut pas accepter. Mais ces murs finissent toujours par s'effondrer. Le mien s'est fissuré ce jeudi après-midi. Alors que je fixais mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus du nom de Julien. L'appeler, c'était risquer de transformer une angoisse sourde en une certitude douloureuse. Ne pas l'appeler, c'était accepter ce silence insultant. Après 20 minutes qui me parurent une éternité, je pris une profonde inspiration et j'appuyai sur l'écran. Une sonnerie. 2. 3. À la 4e, juste au moment où j'allais raccrocher, sa voix se fit entendre, légèrement distraite, comme étouffée par le bruit d'un bureau affairé. Maman? Salut. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis en plein milieu d'un dossier. Bien sûr. Mon chéri. Dis-je automatiquement. C'était la réponse d'une mère qui avait passé 32 ans à s'adapter à l'emploi du temps de son enfant. Une réponse instinctive? Presque programmée. C'est juste. Je voulais te poser une question à propos de la fête de fiançailles. Je n'ai pas encore reçu de carton. Et je voulais juste m'assurer qu'il ne s'était pas perdu.
Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde. Mais il était lourd. Dense. Rempli de tout ce qu'il ne disait pas. Ah. Ça. Commença-t-il. Avant de marquer une autre pause. Une pause coupable. Écoute. Maman. C'est juste un petit rassemblement. Vraiment. Principalement le cercle social de la famille de Camille. Quelques amis de Paris. Tu sais. Je vois. Répondis-je. Même si je ne voyais rien du tout. Je ne comprenais pas. Donc. Ce n'est pas une fête de fiançailles officielle? Alors. Julien soupira. Ce soupir exaspéré? Je le connaissais par cœur. C'était le même que celui de ses 16 ans. Quand mes questions lui paraissaient insupportables. C'est au domaine des chênes? Oui. Mais ce n'est pas un grand événement. Juste une réception? En fait. Franchement. Tu ne t'amuserais pas. Tu ne connais personne là-bas. Je te connais? Toi. Dis-je doucement. Et Camille. Maman. C'est juste une réunion de famille. Rien d'important. Le mot « réunion » me frappa. J'étais sa seule famille. Son père était mort quand il avait 10 ans. J'étais tout ce qui lui restait. Apparemment. Je ne faisais pas partie de l'équation ce week-end. Le rejet était si brutal. Si direct. Que je sentis un froid m'envahir. Mais j'avalais ma peine. Comme je l'avais fait si souvent. Eh bien. Si tu en es sûr. J'aimerais quand même célébrer ça avec vous deux bientôt. Peut-être un dîner la semaine prochaine? Oui. Bien sûr. On organisera quelque chose. Son ton s'était éclairci. Rempli du soulagement de celui qui vient d'éviter une conversation difficile. Écoute. Je dois vraiment te laisser. Camille et moi avons rendez-vous avec le coordinateur du domaine. Après avoir raccroché, je suis restée assise à l'îlot de ma cuisine. Le téléphone encore chaud dans ma main. Mes yeux se sont posés sur le grand calendrier mural où j'avais bloqué. Avec un optimisme naïf. Toute la soirée de samedi pour la fête de fiançailles de Julien. Juste à côté. De mon écriture soignée. Un rappel, récupérer le cadeau chez l'antiquaire. Un couple de flûtes à champagne en cristal de baccarat. Un modèle vintage que j'avais mis des mois à trouver. Je me demandais si je pouvais encore les rendre quand mon téléphone vibra. Un message de Chloé. Ma jeune et brillante assistante chez Événements Fournier. Diane. Question rapide. Avez-vous vu la story Instagram de Charlotte Lambert? Elle demande si on peut lui recommander un bon coiffeur pour la soirée de fiançailles de Julien samedi. Elle dit qu'elle n'a jamais été à un événement au domaine des chênes et qu'elle veut faire bonne impression. Mon cœur cessa de battre. Puis il reprit sa course. Mais d'une manière lourde et douloureuse. Charlotte Lambert. La fille des Lambert. Des clients pour qui j'avais organisé des événements depuis des années. J'avais planifié ses 16 ans. Sa fête de remise de diplôme. Et plus récemment. Le mariage de son frère. Et apparemment. Elle était invitée à la petite réunion de mon fils. Avec des doigts tremblants. J'ouvris Instagram. Une application que j'utilisais principalement pour le travail. Je naviguais jusqu'au profil de Charlotte. Sa story était là. Un cercle coloré vibrant de vie. J'appuyais dessus. La première image était une photo prise à plat. Artistique. De l'invitation que j'attendais depuis si longtemps. Une enveloppe couleur crème. Avec une calligraphie dorée. Exactement comme je l'avais imaginé. Célébrons les fiançailles de Julien Fournier et Camille Dubois. Proclamait le texte en une écriture anglaise élégante.
Suivait les détails d'un événement, Black TIE, pour 200 invités. Au domaine le plus exclusif de la région du Beaujolais. 200 invités. Et je n'étais pas l'une d'entre eux. Je suis restée parfaitement immobile, laissant la réalité m'envahir comme une vague glaciale. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une invitation perdue par la poste. Mon exclusion avait été délibérée. 32 ans de souvenirs défilèrent dans mon esprit en un éclair douloureux. Les nuits passées à bercer Julien? Bébé. Pour calmer ses coliques. Les doubles services que je faisais au restaurant pour payer les frais de son école privée après la mort de son père. Les 5 heures de route. Aller-retour. Que je faisais chaque week-end pendant sa première année d'université à Grenoble parce qu'il avait le mal du pays. L'entreprise que j'avais bâtie. Événement après événement. Pour m'assurer qu'il ne manquerait jamais de rien. La fierté qui avait gonflé ma poitrine lors de sa remise de diplôme. De son premier emploi. De sa promotion. Et maintenant? Ceci. Le froid s'est transformé en une sorte de clarté glaciale. Une lucidité nouvelle. Tranchante comme du verre brisé. Avec une précision mécanique. Presque détachée. J'ai ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone. J'ai navigué jusqu'à un compte spécial. Un que j'avais créé 6 mois plus tôt. Je l'avais nommé Lune de miel JSC. Sur ce compte, je transférais méticuleusement une partie des bénéfices de chaque événement que j'organisais. C'était mon projet secret. Ma contribution la plus personnelle à leur bonheur. Il avait atteint la somme de 25 000 €. 25 000 € qui représentaient d'innombrables journées de 12 heures. Des clients exigeants apaisés à minuit. Des plans logistiques complexes résolus à l'aube. Tout cela, porté par la vision de leur offrir le voyage de noces que mon défunt mari et moi n'avions jamais pu nous payer. Mon doigt a survolé le bouton « Effectuer un virement ». Si je faisais ça, tout changerait entre nous. Une ligne serait franchie. Une ligne que nous ne pourrions peut-être jamais retraverser. C'était le genre de décision qui brisait les familles. Puis, l'image de l'invitation sur la story Instagram de Charlotte a de nouveau flashé dans mon esprit. 200 invités levant leur verre pour célébrer. Pendant que je serais assise seule chez moi. Non invitée. Non désirée. J'ai appuyé sur « Confirmer le virement ». J'ai regardé les chiffres se déplacer. Les 25 000 € quittaient le compte « Lune de miel JSC » pour retourner sur mon compte personnel. L'opération n'a pris que quelques secondes. Mais elle a scellé la fin d'une ère. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai rédigé 3 messages. Adressés à 3 des lieux de villégiature les plus exclusifs du monde. Leur directeur me connaissait personnellement. J'avais passé des années à cultiver ces relations professionnelles. Des relations basées sur le respect mutuel et une confiance absolue. Ces connexions m'avaient permis d'obtenir des réservations normalement impossibles à avoir. Des réservations que je prévoyais de leur offrir en cadeau après le mariage. Le premier était pour Amélia, la directrice d'une villa spectaculaire perchée sur les falaises de Positano. Chère Amélia, je vous écris aujourd'hui avec regret. Je dois malheureusement annuler la réservation de 2 semaines au nom de Fournier-Dubois pour septembre prochain. Veuillez, s'il vous plaît, remettre la villa à disposition dans votre inventaire. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer sur un autre projet très bientôt. Bien à vous, Diane. J'ai envoyé des messages similaires au directeur d'un complexe de luxe aux Maldives et d'un hôtel-boutique à Bali. En appuyant sur « Envoyer » pour le dernier message, une étrange légèreté s'est répandue dans ma poitrine. C'était un sentiment nouveau. Inconfortable et pourtant libérateur. Pour la première fois depuis des décennies, je venais de faire passer ma propre dignité avant les désirs de mon fils. J'ai repris mon téléphone. Mais cette fois,
J'ai composé le numéro de mon agence de voyage. Sandra. C'est Diane Fournier. Vous vous souvenez de ce voyage à Megève dont nous parlons depuis des années? Celui que je repousse toujours? J'aimerais le réserver. Pour demain. Oui. Juste pour moi. Première classe pour tout. L'hôtel le plus luxueux que vous puissiez trouver. 24 heures plus tard. J'étais assise dans un fauteuil moelleux sur la terrasse de l'hôtel Les Fermes de Marie. Un verre de champagne à la main. Les montagnes se dressaient devant moi. Majestueuses et imperturbables. Elles semblaient me dire que mes drames personnels étaient bien insignifiants face à leur grandeur millénaire. Madame désire que je prenne une photo? M'a offert un jeune serveur. Remarquant que j'admirais la vue. Oui. Ai-je décidé soudainement. Ce serait très gentil. Je lui ai tendu mon téléphone. J'ai souri à l'objectif. Ma flûte de champagne légèrement levée. Les sommets enneigés brillant derrière moi. Ce n'était pas le sourire professionnel de l'organisatrice d'événements. Ni le sourire de soutien de la mère dévouée. C'était juste le sourire de Diane Fournier. Prenant la première gorgée d'une vie qu'elle venait de reconquérir. Après que le serveur m'a rendu mon téléphone, j'ai étudié l'image. Je semblais différente. Plus légère. J'ai posté la photo sur Instagram. Une chose que je ne faisais presque jamais. J'ai ajouté une légende simple, nouveau commencement. Escapade improvisée à Megève. Je prends soin de moi. Megève Savoie Renaissance. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je l'ai glissé dans mon sac et j'ai tourné mon attention vers le coucher de soleil qui peignait les montagnes de nuances d'or et de rose. Demain apporterait son lot de conséquences. D'explications. Peut-être de confrontations. Mais ce soir? Pour la première fois. Ce soir n'appartenait qu'à moi. La conscience est revenue lentement. Accompagnée par la sensation inhabituelle de la lumière du soleil de montagne filtrant à travers des fenêtres que je n'avais pas personnellement habillées de rideaux occultants. Pendant un moment désorientant, je n'ai pas su où j'étais. Puis la réalité s'est réinstallée. Megève. Les Fermes de Marie. Mon évasion impulsive. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai désactivé le mode avion. Immédiatement. Il a explosé dans une frénésie de notifications. 68 appels manqués. 42 SMS. Et une avalanche d'activités sur Instagram. La majorité des appels venaient de Julien. 37. Pour être précise. Le premier avait été passé vers 20h la veille. Et les suivants s'étaient succédés à des intervalles de plus en plus frénétiques jusqu'à 3h du matin. Les autres appels provenaient de divers numéros que je reconnaissais, Chloé de mon bureau. Plusieurs clients. Et 5 appels de Martine Dubois. La mère de Camille. Qui ne m'avait jamais appelé de sa vie. Je me suis assise. Adossée aux oreillers moelleux. Et j'ai commencé à faire défiler les messages. Il peignait une image claire du drame qui s'était déroulé la nuit précédente. 19h46. De Julien, maman. Où es-tu? Le compte pour la lune de miel est vide. 20h17. De Julien, appelle-moi dès que tu peux. Il y a un problème avec les réservations des hôtels. 21h03. De Julien, tu es sérieusement à Megève en ce moment? 21h10. De Chloé, Diane. Est-ce que tout va bien? Julien est passé au bureau. Il cherchait des papiers pour la lune de miel. Il avait l'air très contrarié. 21h32. De Julien, maman. Ce n'est pas drôle. La villa à Positano dit que notre réservation a été annulée. Qu'est-ce qui se passe? Les messages continuaient. Devenant de plus en plus désespérés au fil de la soirée. À minuit. Le ton était passé de la confusion à la colère.
puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Minuit 17. De Julien, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. S'il te plaît. Appelle-moi. 1h45. De Julien, Camille est en larmes. Ses parents sont furieux. On a dû dire à tout le monde à la fête qu'il y avait eu un malentendu à propos du voyage de noces. S'il te plaît. Maman. Le dernier message était arrivé à 3h22 du matin. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais être aussi égoïste. On parlera quand tu décideras de te comporter à nouveau comme une adulte. Je l'ai lu 2 fois. L'accusation d'égoïsme me parut particulièrement ironique. Après 3 décennies à faire passer Julien en premier? Financièrement? Émotionnellement? Pratiquement? Le fait de prendre une seule décision pour moi-même était jugé égoïste. La prise de conscience s'est installée en moi comme un gel clarifiant, cristallisant des pensées qui se formaient depuis la découverte de la veille. Le téléphone de la chambre a sonné, me tirant de mes réflexions. La voix polie du concierge m'informa que le petit déjeuner était prêt à être servi sur ma terrasse privée dès que je le souhaiterais. Je l'ai remercié, soudain consciente d'une faim qui semblait plus profonde que physique. Enveloppée dans le luxueux peignoir de l'hôtel, j'ai marché jusqu'à la terrasse où un petit déjeuner couvert attendait. En me servant du café d'une verseuse en argent, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rappeler Julien immédiatement. Pour une fois, je n'allais pas me précipiter pour arranger les choses, pour m'expliquer, pour tout rendre plus facile pour lui. Au lieu de cela, j'allais prendre mon petit déjeuner, profiter de la vue sur la montagne et réfléchir à ce que je voulais vraiment tirer de cette situation. Le café était parfait, riche et parfumé d'une manière que mes tasses matinales précipitées à la maison ne l'étaient jamais. Les croissants étaient feuilletés et beurrés, les fruits impeccablement frais. J'ai savouré chaque bouchée avec une attention sans précédent, réalisant à quel point je mangeais rarement sans distraction, sans planifier mentalement l'événement de quelqu'un d'autre ou résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Mon téléphone continuait de vibrer de temps en temps, mais je l'ai laissé sur la table, écran vers le bas. À la place, j'ai ouvert le porte-documents en cuir que l'hôtel avait fourni et j'ai commencé à écrire. Le stylo glissant sur le papier épais tandis que j'articulais des pensées que je ne m'étais jamais autorisée à formuler pleinement. J'ai passé 32 ans à me définir principalement comme la mère de Julien. Avant cela, j'étais la femme de Franck. Quand ai-je jamais été simplement Diane? Qu'est-ce que cela signifierait de donner la priorité à mes propres rêves avec le même dévouement que j'ai consacré à soutenir ceux des autres? Les questions me semblaient presque sacrilèges, contredisant l'identité que j'avais construite en tant que mère éternellement solidaire. La veuve qui avait canalisé son chagrin pour créer une vie magnifique pour son fils. Pourtant, elle semblait aussi nécessaire, vitale même, pour tout ce qui allait suivre. Quand j'eus fini mon petit déjeuner, j'avais rempli plusieurs pages de réflexions et de possibilités. Certaines étaient pratiques, suivre ce cours de cuisine en Toscane que j'avais toujours reporté. D'autres, plus profondes, redéfinir ma relation avec Julien d'adulte à adulte, plutôt que de pourvoyeur à dépendant. Toutes représentaient un changement fondamental de perspective. Ma vie m'appartenait, pas seulement à ceux que j'aimais. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Chloé. Diane? Dieu merci. Tu vas bien? Son soulagement était palpable. Je vais bien. Chloé. Mieux que bien. En fait, je prends un peu de temps pour moi. Mais je voulais prendre des nouvelles du bureau. Le bureau va bien? M'a-t-elle assuré. Mais Diane. Julien était là hier soir. Il cherchait des documents sur des réservations de lune de miel. Il avait l'air vraiment bouleversé. Et ce matin, Martine Dubois a appelé.
Exigeant de te parler de cette situation inadmissible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration, formulant une réponse qui me semblait à la fois vraie et appropriée. Il y a eu un malentendu concernant certains arrangements personnels que j'avais envisagé de faire pour Julien et Camille. J'ai décidé de reconsidérer ces plans. Et apparemment, cela a provoqué une certaine consternation. Est-ce que ça a un rapport avec la fête de fiançailles? Demanda prudemment Chloé. Charlotte Lambert a mentionné que tu n'y étais pas. Ce qui semblait étrange puisqu'elle était invitée. La question directe méritait une réponse directe. Oui. Ça a un rapport. Je n'étais pas invitée à la célébration. Quoi? Le choc de Chloé confirma ce que je savais déjà. Mon exclusion était à la fois délibérée et inattendue. Mais c'est incroyable. Tu es sa mère. Oui. Ai-je simplement convenu? Je le suis. Et maintenant? Je suis aussi une femme qui réévalue certaines décisions. Chloé. Je serai à Megève pour la semaine. Tu as toute autorité pour gérer les urgences au bureau. Pour les situations vraiment exceptionnelles, tu peux me joindre par email. Mais je préférerais garder une certaine distance pour le moment. Après avoir terminé l'appel, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Julien. Mon doigt a hésité un instant avant que je ne décide de composer un SMS à la place. Je suis en sécurité et je vais bien. Le fonds pour la lune de miel était mon argent personnel. Pas un cadeau garanti. Les réservations ont été faites grâce à mes relations et n'étaient pas non plus garanties. J'ai besoin de temps pour réfléchir à notre relation à l'avenir. Je te contacterai à mon retour de Megève la semaine prochaine. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir reconsidérer. Puis j'ai immédiatement mis en sourdine les notifications de son numéro. C'était la première limite que j'avais jamais établie avec mon fils. Une petite action qui semblait néanmoins monumentale. Avec des mouvements délibérés, je me suis habillée avec la nouvelle tenue de randonnée que j'avais achetée la veille à la boutique de l'hôtel. Aujourd'hui, j'allais explorer les Alpes. Non pas comme une mère inquiète pour un enfant laissé derrière ou une chef d'entreprise préoccupée par des détails non réglés. Mais simplement comme Diane. Une femme découvrant ce que signifiait donner la priorité à sa propre joie. En sortant de ma chambre, le téléphone délibérément laissé derrière, j'ai ressenti une sensation que je n'avais pas connue depuis des décennies. La légèreté de n'être responsable que de moi-même, ne serait-ce que pour une journée. Les montagnes attendaient. Et pour une fois, moi aussi. La paix que j'avais cultivée pendant ma semaine à Megève a commencé à se dissoudre au moment où mon avion a atterri à Lyon-Saint-Exupéry. Mon téléphone, que j'avais largement gardé en mode « ne pas déranger », a immédiatement vibré avec un appel entrant de Julien. J'ai refusé l'appel. Pas encore prête pour cette conversation. Surtout pas dans la cabine bondée d'un avion. À la place, j'ai envoyé un texto, je viens d'atterrir. J'ai besoin de rentrer et de m'installer. Je t'appellerai demain. Sa réponse fut immédiate. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Je passe à 19h. L'ordre, pas la demande, a envoyé en moi une vague familière de complaisance. Mon instinct, affiné au fil des décennies, était d'ajuster mes plans pour répondre à son exigence. Puis je me suis souvenu de la clarté que j'avais trouvée à Megève. Des pages de réflexion que j'avais remplies dans mon journal et de la promesse que je m'étais faite. J'ai des projets ce soir. Demain à 14h me convient. Tu peux passer à la maison à ce moment-là. Je pouvais presque sentir sa surprise à travers l'écran. En 32 ans, je n'avais jamais refusé l'heure qu'il proposait pour quoi que ce soit. Après une bonne minute, les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, et enfin,
D'accord. Demain 14 heures. Cet échange a donné le ton de ce que je savais être une transition difficile. Pas seulement pour Julien, mais aussi pour moi. Établir des limites après une vie sans en avoir nécessiterait un renforcement constant. À la maison, j'ai été accueillie par une pile de courriers soigneusement rangés sur la console de l'entrée par Chloé et un appartement qui me semblait à la fois familier et étrangement différent. J'ai traversé les pièces en les voyant avec un regard neuf. Le salon formel. Rarement utilisé. Optimisé pour recevoir les amis de Julien. Le bureau. Dominé par des étagères remplies de ses récompenses d'enfance et de photos de classe. La chambre d'amis. Entretenue principalement pour ses visites. Bien qu'il n'y ait pas passé une nuit depuis des années. Chaque espace reflétait mon identité de mère de Julien plutôt que celle de Diane Fournier. Une femme avec ses propres préférences et intérêts. Même ma chambre. Supposément mon espace le plus personnel. Arborait des couleurs choisies parce qu'elles étaient intemporelles, plutôt que parce que je les aimais particulièrement. Il faut que ça change. Ai-je dit à voix haute à la maison vide. J'ai passé la soirée à défaire mes valises. À trier les emails qui s'étaient accumulés pendant mon absence et à me préparer mentalement pour la confrontation du lendemain. Quand je me suis enfin endormie. C'était avec une détermination qui me surprenait moi-même. Une résolution d'acier pour maintenir la perspective que j'avais acquise. Julien est arrivé précisément à 14 heures. Utilisant sa clé pour entrer sans frapper. Cette supposition désinvolte d'accès, qui ne m'avait jamais dérangée auparavant, me frappa maintenant comme étant présomptueuse. Une autre limite à établir. Maman. Il se tenait dans l'embrasure de la cuisine, me paraissant à la fois familier et étrangement étranger. À 32 ans, il était le portrait de son père, grand, classiquement beau. Avec la posture confiante de quelqu'un qui s'attend à ce que le monde s'adapte à lui. Ce que, réalisais-je avec un pincement au cœur, j'avais toujours fait en sorte qu'il fasse. Julien. Tu veux un café? J'ai gardé ma voix neutre. Ni le ton maternel trop chaleureux que j'utilisais habituellement. Ni la distance froide que j'avais ressentie à Megève. Je ne veux pas de café. Maman. Je veux une explication. Il est resté debout pendant que je m'asseyais à l'îlot de la cuisine. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? De l'embarras que tu as causé? Les parents de Camille ont dû couvrir eux-mêmes le coût de la fête de fiançailles? Alors qu'ils comptaient sur ta contribution en tant que mère du marié. J'ai cligné des yeux. Sincèrement surprise. On ne m'a jamais demandé de contribuer à une fête à laquelle je n'étais pas invitée. Tu sais comment ça marche? A-t-il répliqué, balayant ma réponse d'un geste de la main. La famille de la mariée organise l'événement. La famille du marié contribue. C'est la tradition. Être invité est aussi une tradition? Ai-je souligné tranquillement. Tout comme consulter les deux familles sur la liste des invités. C'était l'événement des parents de Camille. Leur cercle social. Qui, d'une manière ou d'une autre, incluait Charlotte Lambert, dont je connais la famille depuis des années. Mais pas moi. J'ai gardé ma voix calme. Factuelle. Julien. Soyons honnêtes. Je n'ai pas été exclue parce que je ne m'intégrerais pas aux invités. J'ai été exclue parce que Camille ou sa famille ne voulaient pas de moi là-bas. Et que tu as laissé faire. Il a eu la grâce de paraître mal à l'aise un instant, avant de se ressaisir. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu as riposté en annulant nos arrangements pour la lune de miel. Sais-tu à quel point c'était humiliant que la villa de Positano contacte directement Camille pour confirmer l'annulation? Toute sa famille sait maintenant que ma mère finançait notre lune de miel. Ce qui me fait passer pour quelqu'un qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme. Je ne finançais rien du tout. Ai-je corrigé?
J'offrais un cadeau. Un cadeau très généreux. Que j'ai reconsidéré après avoir été explicitement exclu de votre célébration. Les cadeaux ne sont pas des obligations. Julien. Ce sont des expressions d'une relation. Et notre relation a changé quand tu as décidé que je n'étais pas assez importante pour être incluse dans ta fête de fiançailles. Donc c'était une punition ? A-t-il conclu. Son ton se durcissant. Tu as été blessé à propos de la fête ? Alors tu as décidé de nous blesser en retour en annulant tout et en t'enfuyant à Megève. J'ai réfléchi à sa formulation, la testant par rapport à ma propre compréhension de mes actions. Non. Ce n'était pas une punition. C'était une réallocation. L'argent que j'avais mis de côté pour votre lune de miel était mon argent. Gagné grâce à mon entreprise. Épargné sur mes dépenses personnelles. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas apprécié de la manière que j'avais supposé, j'ai choisi d'investir cet argent dans ma propre joie plutôt que de subventionner des gens qui ne voulaient pas de ma présence à leur célébration. C'est incroyablement égoïste, a-t-il dit. L'accusation que j'avais anticipée faisait enfin surface. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour moi ? Ai-je répété. Une confusion sincère dans ma voix. Oui. Rester près de la maison pour l'université pour que tu ne sois pas seul après la mort de papa. Accepter ce premier emploi chez Mitchell et Associés alors que j'avais de meilleures offres à Paris parce que tu luttais encore avec l'entreprise. Venir dîner tous les dimanches même quand j'avais d'autres projets. J'ai organisé toute ma vie d'adulte pour m'assurer que tu allais bien. Et la seule fois où je te demande de prendre du recul et de laisser la famille de Camille gérer quelque chose à leur manière ? Tu pètes les plombs. La réalité alternative qu'il décrivait. Celle où il avait été le pilier de soutien et moi. La personne dépendante. Était si en décalage avec mon expérience que pendant un instant. Je ne pus répondre. Puis une clarté froide et vivifiante m'envahit. C'était réellement ainsi qu'il voyait notre relation. D'une manière ou d'une autre. Ma complaisance constante. Mon soutien financier et mes soins affectifs avaient été recadrés dans son esprit comme une forme de dépendance de ma part. Julien, dis-je finalement, en maintenant ma voix stable avec effort. Je pense que nous avons des compréhensions très différentes de notre histoire. Tu as choisi l'université Lyon 3 parce qu'ils t'ont offert une bourse complète, pour laquelle j'avais cumulé 3 emplois pour t'aider à te qualifier. Tu as pris le poste chez Mitchell et Associés parce qu'ils offraient le salaire de départ le plus élevé et les meilleures perspectives d'avancement. Ce dont nous avons longuement discuté. Et les dîners du dimanche ? C'est moi qui les ai initiés. En cuisinant tes plats préférés chaque semaine parce que je voulais m'assurer que tu mangeais bien. Il se tortilla mal à l'aise. Mais je continuai. Ayant besoin de compléter cette clarification attendue depuis longtemps. Jamais. Pas une seule fois en 32 ans. Je ne t'ai demandé d'organiser ta vie autour de mes besoins. Bien au contraire. J'ai construit toute mon entreprise. Mon emploi du temps. Et même cette maison spécifiquement pour soutenir tes objectifs et tes rêves. Ce que j'ai fait avec plaisir parce que je t'aime. Mais cela ne veut pas dire que je n'existe pas en tant que personne à part entière. Avec des sentiments qui méritent d'être pris en considération. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire ? Demanda-t-il. Que je suis ingrat ? Que je te dois quelque chose pour avoir été un parent ? Non. Dis-je. Soudainement fatigué. Être parent n'est pas une transaction. J'ai choisi de t'avoir. De t'élever. De te soutenir. Et je ne regrette rien de tout cela. Ce que je dis, c'est que les relations évoluent. Et la nôtre doit le faire. Tu construis une nouvelle famille avec Camille. Ce qui est naturel et juste. Mais dans ce processus, tu m'as traité comme si j'étais jetable. Comme quelqu'un dont les sentiments n'ont pas besoin d'être pris en compte. Dont la présence n'est pas importante.
dont les ressources sont attendues, mais dont la personne est un inconvénient. Ce n'est pas juste. Protesta-t-il, mais avec moins de conviction. Peut-être pas entièrement. Concédai-je. Mais pose-toi cette question, aurais-tu exclu la mère de Camille de votre célébration de fiançailles? Aurais-tu rejeté ses sentiments blessés comme étant sans importance? Aurais-tu attendu d'elle qu'elle finance votre lune de miel tout en acceptant d'être traitée comme une simple formalité? Les questions restèrent en suspens entre nous. Sans réponse. Car nous connaissions tous les deux la vérité. La position sociale des Dubois. Leur richesse et leur lien avec Camille leur accordaient des égards qui m'avaient été refusés. Je dois réfléchir à tout ça, dit finalement Julien. La voix adoucie. Et je dois parler à Camille. Nous sommes encore en train de trouver comment naviguer entre nos deux familles. Je hochai la tête, reconnaissant que c'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance que j'obtiendrais aujourd'hui. Je comprends. Et j'espère que tu sais que je t'aime toujours. Julien. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est la façon dont j'exprime cet amour. Non seulement pour toi, mais aussi pour moi-même. Il partit peu de temps après. Aucun de nous n'ayant atteint la résolution qu'il avait clairement attendue en arrivant. En le regardant s'éloigner en voiture, je ressentis un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour cette conversation douloureuse, de la fierté d'avoir maintenu mes nouvelles limites, de l'anxiété quant au chemin incertain à venir. Et sous tout cela, une certitude tranquille que j'avais franchi une étape nécessaire vers une relation plus saine. Non seulement avec Julien, mais aussi avec moi-même. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'avais envisagé tout au long de mon séjour à Megève, mais que je n'avais pas tout à fait trouvé le courage d'initier. J'ai appelé un agent immobilier et j'ai pris rendez-vous pour discuter de la vente de ma maison. Cette grande maison de 5 chambres dans la banlieue chic de Lyon que j'avais entretenue. Principalement parce qu'elle contenait les souvenirs d'enfance de Julien et qu'elle avait de la place pour la famille que j'avais toujours supposé qu'il ramènerait fréquemment. Il était temps de créer un espace qui reflétait Diane Fournier telle qu'elle était maintenant. Pas telle qu'elle avait été définie par les autres. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Le panneau, à vendre, est apparu dans mon jardin un mardi matin. Sa présence envoyant des ondes immédiates à travers mon monde soigneusement construit. À midi, j'avais reçu des appels de 3 voisins, des mères de 2 amis d'enfance de Julien, et de Chloé de mon bureau. Tous exprimant des variations de surprise et d'inquiétude. « Es-tu malade ?» demanda Marianne voisin d'en face. La question tacite flottant sous ses mots. Quoi d'autre pourrait pousser une veuve installée à vendre soudainement la maison familiale? Je suis en parfaite santé. Assurai-je à chaque appelant. Juste prête pour un changement. L'explication ne satisfit personne. Et encore moins Julien, qui appela quelques heures après l'installation du panneau. Tu vends la maison? Sa voix contenait la même incrédulité qu'il avait manifestée adolescent lorsque j'avais finalement fait don de ses jouets d'enfance démodés. Sans même m'en parler? Oui. Confirmai-je. En maintenant le calme et la certitude que je m'étais entraîné à adopter. J'y pense depuis un certain temps. Mais c'est notre maison? Protesta-t-il. Tous mes souvenirs sont ici. Mon enfance. Les dernières années de papa. Les souvenirs nous accompagnent? Julien, dis-je doucement, faisant écho aux mots que je lui avais dit des décennies plus tôt. Lorsque nous avions déménagé de notre première petite maison à celle-ci. Plus grande. Et ce n'est plus notre maison depuis un bon moment. Tu n'y vis plus depuis 10 ans. Mais j'ai toujours supposé. Laissa-t-il sa phrase en suspens? La pensée inachevée en révélant beaucoup sur ses attentes. Qu'il avait supposé que la maison resterait inchangée. Un musée de son enfance.
Que ma vie resterait centrée sur la préservation de son passé tout en facilitant son avenir. Je sais. Reconnus-je. Nous avons tous les deux fait beaucoup de suppositions. Mais je fais des choix différents maintenant. La conversation s'est terminée sur son acceptation réticente. Même si je soupçonnais que le sujet referait surface. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point sa désapprobation a peu affecté ma résolution. La décision me semblait juste. Une étape concrète vers la vie recalibrée que j'étais en train de construire. 3 jours plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. Martine Dubois, la mère de Camille et l'architecte de la fête de fiançailles dont j'avais été exclue, est arrivée à l'improviste à ma porte. Sa Mercedes étincelant dans mon allée. Diane, me salua-t-elle avec la chaleur pratiquée de la personne socialement compétente. J'espère que je ne vous dérange pas en passant comme ça. J'ai pensé qu'il était temps que nous parlions directement. Je l'ai invitée à entrer avec une politesse égale. Curieuse de cette démarche sans précédent. Martine n'avait jamais visité ma maison auparavant. Malgré la relation de nos enfants qui durait depuis près de 2 ans. Dans mon salon, elle refusa le thé. Mais s'assit sur le bord de mon canapé. Son sac à main de créateur placé précisément à côté d'elle. À 55 ans. Elle n'avait que quelques années de moins que moi. Mais présentait une étude de contraste. Son apparence soigneusement entretenue témoignait de procédures cosmétiques régulières. Ses vêtements exprimaient le luxe décontracté d'une richesse importante. Je serai directe. Commença-t-elle après les plaisanteries préliminaires. Julien nous a parlé de votre réaction aux arrangements de la fête de fiançailles. Je veux clarifier les choses avant que cette situation n'affecte la planification du mariage. J'apprécie votre franchise. Répondis-je, en adoptant son ton. Bien que je sois curieuse de savoir pourquoi cette conversation a lieu maintenant plutôt qu'avant la célébration des fiançailles. Le sourire de Martine se crispa presque imperceptiblement. La fête était nécessairement limitée par la capacité du lieu. Nous avions des obligations envers les associés de Richard et notre cercle social qui ne pouvaient être négligées. Bien sûr, dis-je, sans prendre la peine de souligner que des lieux pouvant accueillir 200 invités pouvaient sûrement en accueillir un de plus. Tout comme j'avais des obligations envers moi-même qui ne pouvaient être négligées lorsqu'il s'agissait de fournir des fonds pour une lune de miel. Son expression soigneusement composée vacilla. Je comprends que vous soyez contrarié. Non. L'interrompis-je doucement. Je ne suis pas contrarié. Plus maintenant. J'ai simplement ajusté mes attentes et mes priorités. Les fonds que j'avais mis de côté pour la lune de miel de Julien et Camille ont été réaffectés à mes propres voyages et expériences de vie. Ma maison est en vente pour que je puisse déménager dans quelque chose de plus adapté à mes besoins actuels. Ce ne sont pas des réactions émotionnelles ? Martine. Ce sont des réalignements rationnels. Elle m'étudia avec un nouveau calcul, réévaluant visiblement la situation. Je vois. Et que faudrait-il pour réaligner les choses sur leur arrangement initial ? Le mariage n'est que dans 5 mois. Et le jeune couple comptait sur certaines contributions. La nature transactionnelle de son approche a tout clarifié sur la dynamique que j'avais vécue. Pour Martine Dubois, je n'étais pas la mère de Julien ou une future belle-mère potentielle. J'étais une ressource à gérer. Quelqu'un dont les contributions financières étaient attendues. Mais dont les sentiments et la présence étaient facultatifs. Rien ? Répondis-je simplement. Certains changements, une fois faits, sont irréversibles. Ma relation avec Julien évolue. Et cela inclut mon soutien financier. Il a 32 ans. Il est établi dans sa carrière. Et il se marie dans une famille de moyens considérables. Il n'a pas besoin que sa mère finance sa lune de miel. Cela lui fera du mal. Nota-t-elle. Une pointe de menace sous l'observation. Et par extension,
À Camille. Peut-être. Reconnus-je. Mais cela pourrait aussi les encourager à construire leur mariage sur ce qu'ils peuvent créer ensemble, plutôt que sur ce que les autres leur fournissent. C'est finalement plus sain. Ne pensez-vous pas? Martine se leva, reconnaissant l'objet inébranlable qu'elle avait rencontré. Vous avez changé, dit Anne. Julien ne nous y avait pas préparé. Oui. Agréai-je. En me levant également. J'ai changé. Mais l'affirmation la plus exacte serait peut-être que je me suis souvenu de qui je suis au-delà de mon rôle de mère de Julien. C'est une distinction qui met certaines personnes mal à l'aise. Après son départ, je suis restée assise seule dans mon salon, réfléchissant à la rencontre. La visite de Martine avait cristallisé ce que je comprenais progressivement. En reconquérant ma propre vie, je perturbais un système d'attente qui s'étendait au-delà de Julien. Je remettais en question tout un cadre qui définissait les femmes principalement par leur service aux autres. La prise de conscience n'a pas diminué ma résolution. Au contraire, elle l'a renforcée. Il ne s'agissait plus seulement de ma relation avec mon fils. Il s'agissait de modéliser une possibilité différente, une où l'amour maternel n'exigeait pas l'effacement de soi. Mon téléphone sonna avec un SMS de mon agent immobilier. Une offre sur la maison. 3 jours seulement après sa mise en vente. Prix demandé. Calendrier de clôture flexible. La rapidité était surprenante mais opportune. Un autre signe me poussant vers l'avant plutôt qu'en arrière. J'examinerai l'offre ce soir, répondis-je. Une certitude calme s'installant dans ma poitrine. La maison qui avait été témoin de 30 ans de ma vie en tant que mère de Julien appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Et j'appartiendrais, enfin et complètement, à moi-même. Événement Fournier. Diane à l'appareil. Madame Fournier. Ici Eléa Chen du magazine Femmes Modernes. Je vous appelle pour donner suite à notre demande d'interview. Je jetai un coup d'œil au calendrier sur le mur de mon bureau. Maintenant rempli de rendez-vous personnels à côté des engagements professionnels. Une représentation visuelle de mes priorités rééquilibrées. 3 mois s'étaient écoulés depuis ma confrontation avec Julien et Martine Dubois. Entre-temps, ma maison avait été vendue à une charmante jeune famille attendant son premier enfant. J'avais acheté un élégant appartement de 2 chambres dans le quartier de la Presqu'île. Et j'avais commencé le processus de restructuration d'événements Fournier pour réduire ma charge de travail personnelle. Oui. Mademoiselle Chen. J'ai notre rendez-vous prévu pour demain à 11h au Café des Négociants. Cela vous convient-il toujours? Parfait. Confirma-t-elle. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous présenter dans notre numéro Se réinventer à tout âge. Votre histoire a vraiment touché notre équipe éditoriale. Après avoir terminé l'appel, je me suis adossée à ma chaise. Encore un peu amusée par l'attention inattendue que ma transformation avait suscitée. Tout avait commencé par une publication décontractée sur les réseaux sociaux d'une cliente qui avait assisté à un gala de charité où j'avais parlé ouvertement de mes récents changements de vie. D'une manière ou d'une autre, cette publication avait attiré l'attention d'une blogueuse lifestyle, puis d'un chroniqueur de journal local, et enfin de magazines féminins nationaux. Le récit qu'il trouvait fascinant n'était pas particulièrement dramatique selon les normes des médias. Une chef d'entreprise et veuve à succès reconquiert son identité après des décennies à donner la priorité à son fils unique. Pourtant, quelque chose dans l'histoire avait touché une corde sensible. En particulier chez les femmes de mon âge qui se reconnaissaient dans mon expérience. Mon téléphone sonna avec un SMS de Sophie. Une artiste divorcée que j'avais rencontrée lors d'un cours de dessin en centre-ville et qui était rapidement devenue une amie proche. Ma première nouvelle amitié depuis des années qui n'était liée ni à Julien ni à mon entreprise. Toujours partante pour le vernissage ce soir? La nouvelle installation est époustouflante. Absolument. Confirmai-je.
On se retrouve là-bas à 19h. La camaraderie facile de cette nouvelle amitié avait été l'un des nombreux cadeaux inattendus de mes nouvelles circonstances. Déménager en centre-ville m'avait placé à proximité d'une communauté vibrante d'artistes, de professionnels et d'entrepreneurs, beaucoup d'entre eux étant des femmes en pleine réinvention de mi-vie. Comme moi. Pour la première fois depuis des décennies, je tissais des liens basés uniquement sur des intérêts partagés et des personnalités compatibles, plutôt qu'à travers le prisme de la maternité ou du réseautage professionnel. Un coup à la porte de mon bureau interrompit mes pensées. Chloé entra, portant une enveloppe couleur crème qui déclencha instantanément un sentiment de déjà-vu. « Ceci vient d'arriver par coursier ?» dit-elle, son expression soigneusement neutre alors qu'elle me tendait l'enveloppe. « Livraison spéciale. » Le papier cartonné épais portait mon nom en une élégante calligraphie. Sans même avoir besoin de l'ouvrir, je reconnus le style formel de l'invitation et la signification implicite de sa livraison à mon bureau plutôt qu'à mon nouveau domicile, où Julien n'était pas encore venu. À l'intérieur se trouvait exactement ce à quoi je m'attendais, une invitation au mariage de Julien et Camille. Maintenant dans seulement 2 mois. Ce qui m'a surprise, c'est la note manuscrite glissée derrière le carton imprimé. De l'écriture familière de Julien. Maman. J'espère que tu seras là. Les choses ont été tendues, mais je ne peux pas imaginer ce jour sans toi. Pouvons-nous parler? J. Cette branche d'olivier était inattendue après des mois de contact minimal. Depuis notre confrontation, notre communication s'était limitée à de brefs échanges de SMS et à un déjeuner guindé où aucun de nous n'avait abordé les changements fondamentaux de notre relation. J'avais respecté son besoin de distance, utilisant ce temps pour solidifier ma propre transformation. « Ça va ?» demanda Chloé, remarquant mon silence prolongé. « Oui. » l'assurai-je, en glissant l'invitation dans le tiroir de mon bureau. Juste surprise. Je m'en occuperai plus tard. Après le départ de Chloé, je sortis de nouveau l'invitation, l'étudiant avec des émotions mitigées. Le carton formel représentait tout ce qui avait précipité mon éveil, les attentes sociales, les dynamiques familiales, les hiérarchies tacites qui m'avaient marginalisé lors de la célébration des fiançailles. Pourtant, la note manuscrite de Julien suggérait une ouverture potentielle, une reconnaissance que quelque chose de précieux risquait d'être perdu. Ce soir-là, au vernissage de la galerie, entouré de personnes fascinantes engagées dans des conversations vibrantes sur l'art et les idées, je me suis retrouvée à partager ce développement avec Sophie alors que nous examinions une sculpture complexe en verre. Alors, résuma-t-elle après que je lui ai expliqué la situation, ton fils, qui t'a exclu de sa fête de fiançailles, puis s'est comporté comme si ton soutien financier lui était dû, t'adresse maintenant ce qui semble être une invitation sincère à son mariage. La question est: qu'est-ce que cela signifie pour tes limites? Sa formulation a touché au cœur de mon dilemme. J'avais passé des mois à établir et à maintenir de nouvelles limites dans ma relation avec Julien, financière, émotionnelle, pratique. Accepter cette invitation sans une réflexion approfondie risquait de saper ce travail. Je veux assister à son mariage? Ai-je admis? Malgré tout, c'est mon unique enfant, et je l'aime. Mais je ne veux pas retomber dans les anciens schémas où mes besoins et mes sentiments sont secondaires. Sophie hocha la tête pensivement. Alors peut-être que la question n'est pas d'accepter ou non. Mais comment accepter d'une manière qui préserve tes limites? C'est-à-dire que tu peux y assister en tant que sa mère qui l'aime, tout en restant Diane Fournier qui se respecte. Tu peux refuser tout rôle qui te semble performatif ou qui subordonne ta présence authentique. Tu peux définir ta participation selon tes propres termes. La clarté de sa perspective a illuminé la voie à suivre.
Je pouvais répondre à l'ouverture de Julien sans sacrifier la croissance que j'avais accomplie. La relation que nous pourrions reconstruire serait nécessairement différente d'avant. Plus équilibrée. Plus honnête. Plus respectueuse de ma personne au-delà de la maternité. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien plutôt que d'envoyer un texto, décidant que cette conversation méritait une connexion en temps réel. « Maman » répondit-il. La surprise évidente dans sa voix. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles sitôt. J'ai reçu l'invitation au mariage? Dis-je, en gardant mon ton chaleureux mais neutre. Et ta note? Le simple mot « et » portait des couches d'incertitude. J'aimerais que nous dînions ensemble. Ai-je proposé? Pour parler? Comme tu l'as suggéré. Que dirais-tu de vendredi à 19h? Je pourrais te faire découvrir mon nouvel appartement. Son hésitation fut brève mais perceptible. Ton nouvel appartement? Oui. J'aimerais bien le voir. Est-ce que je dois amener Camille? J'ai soigneusement réfléchi à la question. L'inclusion de Camille changerait la dynamique de notre conversation, rendant potentiellement plus difficile d'aborder les aspects les plus sensibles de notre histoire récente. Pourtant, l'exclure risquait de créer une tension distincte. Juste toi cette fois. Ai-je décidé? Je pense que nous devons parler ouvertement. Et ce sera peut-être plus facile en tête-à-tête. Mais s'il te plaît, dis à Camille qu'elle est la bienvenue une autre fois bientôt. D'accord? A-t-il accepté? Semblant à la fois soulagé et nerveux. Vendredi à 19h? J'apporterai du vin. J'ai hâte. Ai-je dit? Et j'ai constaté que c'était sincère. Non pas avec le désir anxieux de plaire qui aurait caractérisé mon anticipation par le passé, mais avec une disposition calme à engager une relation d'adulte avec mon fils adulte. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai ouvert mon agenda et j'ai bloqué tout l'après-midi avant notre dîner. Non pas pour une préparation excessive ou un nettoyage anxieux, comme je l'aurais fait auparavant, mais pour un rendez-vous pour un massage et un temps de réflexion tranquille. Quoi qu'il advienne de la conversation du soir, j'étais déterminée à y entrer en étant pleinement moi-même. Centrée. Une mère. Oui. Mais aussi une femme avec sa propre identité riche. Indépendante de ce rôle. L'invitation de mariage est restée sur mon bureau. Un symbole à la fois des complications passées et d'une possible réconciliation future. J'y assisterai. Mais à de nouvelles conditions. Des conditions qui honoraient à la fois mon amour pour mon fils et mon respect pour moi-même. C'était, ai-je réfléchi, exactement l'équilibre que j'avais recherché depuis le début. J'ai passé plus de temps à choisir une tenue pour dîner avec Julien que pour n'importe quel événement récent. Non pas parce que j'essayais de l'impressionner, mais parce que je voulais que mon apparence reflète la femme que j'étais devenue. Confiante. Maîtresse d'elle-même. Épanouie. J'ai finalement opté pour une robe bleu vif que j'avais achetée lors de mon dernier voyage en solo. Une retraite artistique à Arles qui avait réveillé une passion pour l'esthétique provençale que je n'avais jamais explorée auparavant. Mon nouvel appartement offrait le cadre parfait pour cette version évoluée de moi-même. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les toits de Lyon. De l'art contemporain ornait des murs peints dans des couleurs que j'aimais sincèrement, plutôt que des tons neutres choisis pour leur valeur de revente. Et le plan ouvert reflétait ma nouvelle appréciation pour les espaces conçus autour de mes préférences plutôt que du confort des autres. À 19h précise, le concierge a appelé pour annoncer l'arrivée de Julien. La formalité de ce processus, si différente de sa capacité antérieure à simplement rentrer chez moi sans préavis, a établi un changement subtil mais important dans notre dynamique avant même qu'il n'atteigne ma porte. Maman, m'a-t-il salué. Une bouteille de vin dans une main et un petit sac cadeau dans l'autre. Ses yeux ont balayé l'espace inconnu au-delà de moi. C'est
Waouh! Pas ce à quoi je m'attendais. Entre. L'invité je. En acceptant le vin avec un sourire sincère. Laisse-moi te faire visiter. En le guidant à travers mon nouveau domicile, j'ai observé attentivement ses réactions. La surprise s'est manifestée alors qu'il notait mes choix de design audacieux, la peinture abstraite dominant un mur, le tapis vibrant importé du Maroc, le mobilier moderne et épuré qui ne ressemblait en rien aux pièces traditionnelles que j'avais privilégiées dans notre maison familiale. Où sont toutes les photos de famille ? Demanda-t-il, remarquant l'absence de la vaste galerie murale qui avait chroniqué son enfance dans les moindres détails. J'en ai une sélection dans la chambre d'amis. Ai-je expliqué. Mais je voulais que l'espace de vie principal reflète ma vie actuelle. Pas seulement mon passé. Une lueur de quelque chose. De la peine. De la confusion. A traversé son visage avant qu'il n'acquiesce. C'est très différent. Mais ça te va bien. En quelque sorte. Merci. Dis-je simplement. Acceptant à la fois le compliment et la reconnaissance implicite du changement. On dîne ? J'ai préparé une paella. Une recette que j'ai apprise dans mon cours de cuisine. Pendant le dîner à ma nouvelle table, choisie pour accueillir 6 personnes pour recevoir de nouveaux amis plutôt que le mastodonte de 12 personnes que j'avais entretenu pour d'hypothétiques réunions de famille. La conversation a commencé prudemment. Julien a parlé de développement au travail, de la récente promotion de Camille, de détails banals qui évitaient soigneusement notre tension persistante. Je l'ai laissé maintenir cet échange superficiel pendant le premier plat, reconnaissant son besoin de se sentir à l'aise avant d'aller plus loin. Ce n'est qu'après avoir versé notre deuxième verre de vin que j'ai doucement redirigé la conversation. Ta note mentionnait que tu voulais parler ? Ai-je suggéré. Je suppose que tu voulais parler de quelque chose de plus important que les embouteillages sur ton trajet. Il a souri fugitivement à ma franchise. Une qualité qui était devenue plus prononcée dans mon style de communication depuis ma transformation. Oui. Principalement du mariage. Et de tout ce qui s'est passé depuis la fête de fiançailles. Je t'écoute. L'encourageai je. En gardant mon expression ouverte. Julien posa sa fourchette, semblant rassembler ses pensées. D'abord, je veux m'excuser pour la situation de la fête de fiançailles. Tu aurais dû être invité. Ne pas t'inclure était une erreur. Et j'aurais dû tenir tête aux parents de Camille à ce sujet. La franchise de ses excuses me surprit. Julien avait rarement reconnu ses erreurs aussi explicitement. Merci. Dis-je simplement. Cela signifie beaucoup pour moi. Camille et moi avons eu beaucoup de discussions sur les dynamiques familiales depuis. Continua-t-il. Surtout après que tu as vendu la maison et annulé les plans de lune de miel. Cela nous a forcés à examiner des attentes que nous n'avions pas vraiment remises en question. Comme le pressai-je quand il fit une pause. Comme la supposition que tu serais toujours disponible selon nos termes. Que tes ressources étaient essentiellement des extensions de ce à quoi nous avions droit. Sa candeur était stupéfiante. Je réalise maintenant à quel point notre relation était devenue unilatérale. Je m'étais habituée à ton soutien sans me demander si mon comportement le justifiait. Ma gorge se serra de manière inattendue. Ce niveau de conscience de soi représentait une croissance significative de sa part. Le genre que j'avais espéré. Mais que je n'avais pas osé attendre. Ta publication Instagram de Megève a été un électrochoc. Admit-il avec un sourire contrit. Te voir là-bas. Clairement heureuse et indépendante. M'a forcé à te reconnaître comme une personne distincte de ton identité de mère. Ce qui semble horrible quand je le dis à voix haute. Pas horrible. Corrigeai-je doucement. Juste humain. Nous tombons tous dans des schémas dans nos relations les plus proches. Rompre ces schémas est inconfortable pour toutes les personnes impliquées. Il hocha la tête.
puis attrapa le sac cadeau qu'il avait apporté, le faisant glisser sur la table. Ceci est un petit geste. Pas exactement des excuses. Même si je suis désolée. Plutôt une reconnaissance. À l'intérieur, je trouvais un magnifique journal en cuir relié, embossé de mes initiales, et un stylo plume d'un artisanat remarquable. Pour tes voyages, expliqua-t-il. Camille a mentionné que tu prévoyais un voyage au Portugal. Elle a trouvé cet artisan qui fabrique des journaux sur mesure pour l'écriture de voyage. La prévenance du cadeau, choisi non pas pour m'apaiser ou remplir une obligation, mais pour soutenir mes nouveaux centres d'intérêt, me toucha profondément. Plus significatif que les objets eux-mêmes était la reconnaissance derrière eux. La reconnaissance de ma vie au-delà de la maternité. C'est parfait, dis-je sincèrement. Merci. Alors, s'aventura-t-il après un moment? À propos du mariage. Nous voulons que tu sois là. Pas par obligation, mais parce que tu es importante pour nous. Pour moi. Peu importe à quel point les choses ont été tendues. Je veux être là. L'assurai-je. J'ai toujours voulu célébrer cette étape importante avec toi. Nous aimerions aussi que tu participes de manière plus officielle, continua-t-il. Une pointe de son ancienne hésitation revenant. Pas en tant qu'organisatrice. Nous avons engagé quelqu'un, sachant que tu voudrais profiter de la journée en tant qu'invité. Mais en tant que lectrice pendant la cérémonie. Il y a un passage sur l'amour et la croissance qui nous a fait penser à toi. L'invitation avait une signification au-delà de la simple demande. C'était une reconnaissance de ma place dans sa vie. Non pas comme le personnel de soutien en coulisses que j'avais souvent été, mais comme une présence visible et appréciée. Je serais honorée, dis-je. L'émotion colorant ma voix malgré mes efforts pour rester calme. Le soulagement l'envahit visiblement. Il y a encore une chose. Camille et moi avons décidé de ne pas accepter d'aide financière de nos parents pour la lune de miel. Nous revoyons nos plans initiaux à la baisse pour quelque chose que nous pouvons nous permettre nous-mêmes. La décision représentait une maturité qui me remplit d'une fierté tranquille. C'est un choix sage. Construire votre mariage sur ce que vous créez ensemble établit une fondation importante. Nous avons appris ça de toi, dit-il doucement. En te regardant reconquérir ton indépendance cette dernière année. Ça a été difficile de s'adapter, mais aussi inspirant, d'une certaine manière. Alors que nous finissions de dîner et passions sur le balcon pour le dessert, notre conversation se transforma en un véritable échange. Julien partageant ses angoisses sur le mariage et les transitions de carrière. Moi offrant une perspective sans essayer de résoudre ses problèmes. Pour la première fois peut-être. Nous communiquions comme des adultes avec des vies séparées mais connectées. Plutôt que comme une mère et un enfant dépendants. Quand il partit peu avant minuit. Notre au revoir n'avait rien de la maladresse qui avait caractérisé nos récentes interactions. La réconciliation n'était pas complète. Trop de choses avaient changé pour que nous puissions simplement revenir aux anciens schémas. Mais un pont avait été établi à travers la nouvelle géographie de notre relation. En nettoyant après son départ, je remarquai qu'il avait laissé quelque chose sur la console de l'entrée. Une invitation de mariage adressée à Diane Fournier et son invité. La reconnaissance subtile de ma potentielle vie sociale indépendante des obligations familiales ne m'échappa pas. Le progrès, ai-je réfléchi en me préparant à dormir, se manifeste souvent par de petits gestes significatifs. Ce soir-là en avait offert plusieurs, chacun représentant non pas un retour à notre dynamique passée, mais la construction de quelque chose de plus sain pour nous deux. Diane Fournier? Je me suis retournée au son de mon nom. Me retrouvant face à un homme distingué d'une soixantaine d'années. Le vernissage de la galerie battait son plein autour de nous.
L'entrepôt reconverti rempli des amateurs d'art de Lyon examinant la dernière exposition de sculpture contemporaine. Oui, répondis-je, observant son blazer bien coupé et la chaleur intelligente de ses yeux gris. Stéphane Renaud, dit-il en tendant la main. Je crois que nous avons une amie commune en la personne de Sophie Martel. Elle m'a dit que vous seriez peut-être présente ce soir. La reconnaissance se fit jour. Ah. Le photographe d'architecture. Sophie m'a montré votre travail. La série sur les espaces industriels réaménagés était remarquable. Son sourire s'approfondit, créant des plis séduisants autour de ses yeux. C'est très aimable à vous. J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a plu dans ces images. Peut-être autour d'un verre de vin. 2 heures plus tard, nous étions toujours en pleine conversation dans un petit bar à vin adjacent à la galerie. La passion de Stéphane pour son métier était contagieuse. Ses perspectives sur la transformation urbaine s'alignant sur des intérêts que je commençais tout juste à explorer. Plus rafraîchissante encore était son écoute attentive lorsque je partageais mes pensées sur mes propres activités créatives, les cours de cuisine, l'écriture de voyage, l'aquarelle que j'avais commencé à expérimenter. On dirait que vous êtes dans une période de renaissance significative ? Observa-t-il en remplissant mon verre de notre bouteille partagée. C'est exactement ça. Agréai-je, ravi de sa perception. Une renaissance plutôt qu'une réinvention. Ces intérêts ont toujours fait partie de moi. Juste en dormance. Pendant que d'autres priorités prenaient le dessus. Je comprends tout à fait, dit-il. Après mon divorce il y a 10 ans, j'ai redécouvert des aspects de moi-même qui avaient été mis de côté pendant mon mariage. Non pas parce que mon ex-femme les supprimait activement, mais parce que les relations créent certains schémas auxquels nous nous adaptons inconsciemment. La résonance avec ma propre expérience était frappante. C'est exactement ce que je navigue avec mon fils. Rompre des schémas établis sur des décennies est un défi pour les 2 parties. À la fin de la soirée, nous avions échangé nos numéros de téléphone et la promesse de nous revoir pour une exposition de photographie présentant son travail le week-end suivant. En marchant vers ma voiture par la suite, je ressentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Le simple plaisir d'une connexion basée sur l'intérêt et le respect mutuel, plutôt que sur l'obligation ou l'histoire. Au cours des 6 semaines suivantes, Stéphane et moi avons développé une relation qui défiait toute catégorisation facile. Nous avons apprécié des galeries, des concerts et des aventures culinaires ensemble. Nos conversations allaient des philosophies artistiques aux histoires personnelles, en passant par l'actualité. Sa présence dans ma vie a introduit une dimension inattendue à ma transformation en cours, la possibilité d'une compagnie romantique distincte des schémas établis de mon mariage ou de la solitude autosuffisante que j'avais cultivée. Envisagerais-tu de m'accompagner au mariage de mon fils ? Ai-je demandé lors d'un dîner dans mon appartement un soir ? Me surprenant moi-même par la spontanéité de l'invitation. C'est dans 3 semaines ? Tenue de soirée au domaine des Dubois. Je préviens que cela pourrait impliquer de naviguer dans des dynamiques familiales complexes. Stéphane me considéra pensivement, enroulant des pâtes sur sa fourchette. Es-tu sûr ? Les premiers événements familiaux ont un poids significatif dans toute relation. C'est précisément pourquoi je te le demande. Ai-je admis ? Ce mariage représente un tournant dans ma relation avec Julien. T'avoir là. Quelqu'un qui me connaît tel que je suis maintenant ? Pas seulement comme la mère de Julien ? M'aiderait à maintenir la perspective que j'ai mis tant d'efforts à établir. Son expression s'adoucit avec compréhension. Dans ce cas, je serais honoré. Mais je dois te prévenir que je danse avec un enthousiasme excessif au mariage. Notez. Répondis-je en souriant à l'image mentale. Je veillerai à porter des chaussures adaptées. Le domaine des Dubois s'étendait sur 5 hectares de terrain manucuré. Sa façade en pierre calcaire brillant sous le soleil de fin d'après-midi.
Alors que Stéphane et moi approchions du point de contrôle de sécurité. Des véhicules de luxe bordaient l'allée sinueuse, déversant des invités en tenue de soirée tandis que le personnel en uniforme dirigeait la circulation avec une efficacité bien rodée. Impressionnant, murmura Stéphane, son œil de photographe notant clairement les détails de composition. Bien qu'un peu excessif. Peut-être. Complétai-je avec un petit sourire. J'allais dire performatif. Mais oui. Son observation correspondait parfaitement à mes propres sentiments sur le lieu. Un cadre conçu pour mettre en valeur la richesse et la position sociale des Dubois plutôt que pour créer une connexion significative entre les familles. Il y a 6 mois, j'aurais été intimidée par cette grandeur. Anxieuse de ne pas être à la hauteur d'attentes non formulées. Aujourd'hui, j'appréciais simplement les aspects esthétiques tout en maintenant un détachement sain de la hiérarchie sociale implicite. Diane. Chloé s'approcha alors que nous entrions dans la zone de réception. Élégante dans une robe de cocktail argentée. En tant qu'assistante et amie, elle avait été invitée indépendamment. Un geste de la part de Julien que j'appréciais. Tu es absolument magnifique. Merci. Répondis-je, sincèrement satisfaite de mon apparence. La robe bleu nuit drapait gracieusement, ses perles subtiles attrapant la lumière à chacun de mes mouvements. Mes cheveux argentés, récemment coupés dans un style plus contemporain, complétaient l'ensemble sophistiqué. Le plus significatif était ce qui ne se voyait pas, la posture confiante et la présence calme que je portais maintenant. Produit de ma transformation intérieure. Chloé. Voici Stéphane Renaud. Ai-je présenté? Stéphane. Mon bras droit et ma chère amie. Chloé. Pendant qu'ils échangeaient des plaisanteries, je balayais du regard la foule qui se rassemblait, notant le regroupement distinct des invités. Les relations de la famille Dubois formaient le plus grand contingent, avec les amis et les associés professionnels de Julien en groupe plus petit. Dans un coin près du bar, j'aperçus une poignée de membres de la famille Fournier, la sœur de mon défunt mari et ses enfants, qui semblaient quelque peu déplacés au milieu de cette opulence. Je devrais saluer ma belle famille, dis-je à Stéphane. Veux-tu te joindre à moi ou préfères-tu explorer? Je t'accompagne, décida-t-il en m'offrant son bras avec une chaleur qui me rassura. Les présentations familiales sont toujours plus faciles avec des renforts. Sa présence s'est avérée inestimable alors que nous naviguions dans le brassage d'avant-cérémonie. L'évaluation à peine dissimulée de Martine Dubois. La poignée de main superficielle de son mari Richard. Les questions pointues de la grand-mère maternelle de Camille sur la profession et les antécédents de Stéphane. Tout a été accueilli avec son assurance gracieuse. Ni défensive ni trop désireuse d'impressionner. Tu gères l'inquisition Dubois remarquablement bien. Lui fis-je remarquer alors que nous nous éloignions un instant pour accepter du champagne et d'un serveur qui circulait. J'ai photographié assez de mariages de la haute société pour reconnaître les dynamiques, répondit-il avec un clin d'œil. De plus, leur évaluation en dit plus sur leurs priorités que sur nous. Le simple « nous » dans sa déclaration a résonné avec une signification inattendue. Une reconnaissance désinvolte de notre connexion en tant qu'unité faisant face à cet examen social ensemble, plutôt qu'en tant qu'individus isolés. Avant que je puisse répondre, un quatuor accorde à commencer la musique processionnelle, signalant aux invités de prendre place pour la cérémonie. Le cadre du jardin était indéniablement magnifique. Des chaises blanches disposées en rangée parfaite, faisant face à une arche florale élaborée où Julien se tenait déjà avec l'officiant et ses témoins. Stéphane me serra doucement la main alors que nous trouvions nos places réservées au 3e rang. Assez près pour indiquer le statut familial, mais pas au 1er rang, qui était exclusivement occupé par les Dubois et leurs parents les plus distingués. La hiérarchie symbolique m'aurait peut-être dérangé plus tôt dans mon parcours. Mais aujourd'hui,
Elle me semblait simplement être un reflet transparent de priorités que je ne partageais plus. La cérémonie s'est déroulée avec une précision impeccable. Camille, radieuse dans une robe de créateur, avançant dans l'allée au bras de son père. Les vœux échangés avec une émotion bien répétée. La musique s'envolant à des intervalles parfaitement synchronisés. Lorsque j'ai été appelée pour ma lecture, je me suis approchée avec une confiance calme. Le passage sur la croissance et le partenariat authentique prenant une signification personnelle plus profonde compte tenu de ma récente évolution. En retournant à ma place, j'ai croisé le regard de Julien. La gratitude et la reconnaissance dans son expression m'ont touché de manière inattendue. Une reconnaissance à la fois de mon rôle dans sa vie et de ma récente transformation. Dans ce bref échange, j'ai senti une nouvelle fondation se former entre nous. Une fondation construite sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance ou l'obligation. La réception qui a suivi dans la grande salle de bal des Dubois reflétait la même planification méticuleuse que la cérémonie. Des centres de tables floraux élaborés ornant des tables drapées de lin. Un orchestre jouant des classiques de bon goût. Une nourriture gastronomique présentée avec un flair artistique. Stéphane et moi étions assis avec les parrains de Julien et plusieurs amis de la famille Fournier. Un arrangement confortable qui permettait une conversation authentique plutôt qu'une performance sociale forcée. Lorsque le dîner s'est terminé et que les danses formelles ont commencé, j'ai regardé Richard Dubois mener Camille sur la piste avec une grâce étudiée. Leurs mouvements reflétant des années de cours de danse professionnelle. Alors que leur valse se terminait sous des applaudissements polis. Le chef d'orchestre annonça, et maintenant ? Le marié et sa mère. Julien apparut à mes côtés, tendant la main avec une légère révérence. M'accordez-vous cette danse ? Maman ? Alors que nous nous déplacions sur la piste, j'étais pleinement consciente de la foule qui nous regardait. Non pas avec la timidité qui m'aurait autrefois tourmentée, mais avec une confiance tranquille dans mes mouvements et ma présence. Les leçons de danse que j'avais impulsivement prises après avoir appris cette tradition m'avaient préparé techniquement. Mais c'était la transformation interne des derniers mois qui m'a permis d'habiter vraiment le moment. Tu es pleine de surprises ces derniers temps ? Commenta Julien alors que nous valsions en douceur. La lecture, la robe, les talents de danseuse. Même ton cavalier à Martine qui redessine pratiquement ses tableurs sociaux. Je ris doucement à sa perception. La vie est plus intéressante avec quelques surprises. Tu ne trouves pas ? Je commence à apprécier ça. Reconnut-il en exécutant un tour parfait. Te voir construire ce nouveau chapitre a été instructif. Parfois difficile. Mais finalement inspirant. L'aveu, offert sans sollicitation ni attente, représentait peut-être le cadeau le plus significatif de la journée. Alors que la musique se terminait et que Julien me raccompagnait à ma table, je ressentis un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec la célébration élaborée qui nous entourait. Et tout à voir avec le changement subtil mais profond de notre relation. Stéphane se leva pour m'accueillir. Sa main chaude dans le creux de mon dos. Belle danse. Bien que je me sente obligée de te prévenir que mon enthousiasme excessif promis sur la piste de danse ne ressemble en rien à cette valse élégante. J'y compte bien. Répondis-je. Soudainement impatiente que les parties formelles de la soirée se terminent et que la véritable célébration puisse commencer. La nuit est jeune. Et j'ai découvert que j'aime beaucoup les surprises. Alors que la réception passait à la danse libre, j'observais les schémas familiers des festivités de mariage. Mais contrairement aux événements sociaux précédents où j'avais soigneusement maintenu ma position périphérique de mère de soutien, ce soir, je me suis retrouvée pleinement engagée en tant que participante, dansant avec Stéphane, conversant avec des amis anciens et nouveaux, vivant la célébration de mon propre point de vue plutôt que par procuration à travers Julien. C'était réalisé-je. Alors que Stéphane me faisait tournoyer avec exubérance sur un classique de Sinatra.
Exactement ce vers quoi j'avais travaillé ces derniers mois. Non pas un rejet de mon rôle de mère de Julien, mais une expansion au-delà de ses limites. La capacité de l'aimer complètement tout en vivant pleinement ma propre vie. Heureuse ? Demanda Stéphane lors d'une brève pause musicale. Son expression chaleureuse d'affection et de compréhension. Oui. Répondis-je sincèrement. D'une manière que je n'aurais pas pu imaginer il y a un an. Et alors que l'orchestre entamait une autre chanson et que nous rejoignions les danseurs. J'ai embrassé à la fois le moment et le voyage qui m'y avait mené. Des étapes à la fois difficiles et libératrices qui m'avaient ramené à moi-même. La mère non invitée qui s'est retrouvée elle-même ? Lus-je à haute voix sur les pages glacées du magazine Femmes modernes ? Ma voix se brisant légèrement sur ce titre inattendu. Je ne me souviens pas d'avoir approuvé ce titre. Décision éditoriale ? Expliqua Eléa Chen. Confuse. Au bout du fil. Nous avons trouvé que cela capturait l'essence de votre histoire d'une manière qui toucherait les lecteurs. Si vous êtes mal à l'aise. Non. L'interrompis-je, en étudiant la photographie pleine page qui accompagnait l'article. Moi-même dans mon nouveau salon. Les cheveux argentés brillant à la lumière naturelle. L'expression confiante et sereine. C'est exact. Bien qu'un peu dramatique. Je m'habitue simplement à voir mon parcours personnel exposé si publiquement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage de Julien et Camille. Les jeunes mariés étaient en lune de miel au Portugal. Un voyage réduit mais significatif qu'ils avaient planifié et financé eux-mêmes. J'étais revenue à une vie normale. Bien qu'une normalité qui ressemblait peu à mon existence d'1 an auparavant. L'article du magazine a marqué un seuil important, transformant mon voyage privé en un récit public. La vulnérabilité était inconfortable mais étrangement libératrice. 1 an plus tard, je suis assise sur le balcon d'un cottage loué en Toscane, où l'air embaume le romarin et le cyprès. Stéphane est à côté de moi. Son carnet de croquis ouvert, capturant la lumière dorée sur les collines. Mon propre livre, L'invitation oubliée, est devenu un best-seller inattendu. Il est posé sur la table entre nous. Mon téléphone vibre. C'est un message de Julien. Une photo de lui et de Camille, enceinte de 6 mois, devant la vieille grange qu'il rénove en maison. Le message dit « On a pensé à toi aujourd'hui. On a décidé de peindre la porte d'entrée en bleu vif. Le même bleu que ta robe préférée. On espère que tu viendras bientôt nous voir. » Un autre message arrive, cette fois de Martine Dubois. Une photo d'elle à un cours de poterie, les mains couvertes d'argile. Un large sourire authentique sur son visage. J'ai lu votre livre une 2e fois. Il m'a inspiré à essayer quelque chose de nouveau. Merci. Je montre les messages à Stéphane. Il sourit. Les ondulations continuent de se propager. En effet, dis-je, sentant une profonde gratitude m'envahir. Le voyage n'avait pas été facile. Mais il avait été nécessaire. En me choisissant, j'avais involontairement donné aux autres la permission de faire de même, de réévaluer, de grandir, de se réaligner. Stéphane prend ma main. Prête pour ce qui vient ensuite ? Absolument. Réponds-je avec une certitude tranquille, en regardant le paysage toscan s'étendre devant nous. Le voyage continue. La mère non invitée avait finalement compris que la plus importante invitation de toutes était celle que l'on s'adressait à soi-même, une invitation à une vie pleinement revendiquée et consciemment vécue. Et en acceptant cette invitation, elle avait créé un espace pour des connexions plus authentiques que n'importe quelle célébration formelle n'aurait jamais pu offrir.